bienvenue à cette lecture guidée du chapitre 3 sur le formalisme dans le livre Griffith. Donc, pour cette première partie du chapitre 3, on va s'attarder aux 4 premières sections, c'est-à-dire la section 3.1 qui nous dit qu'un espace vectoriel, que l'ensemble des solutions ou l'ensemble des états va être un espace vectoriel ou plus particulièrement un espace d'Hilbert d'états normalisables. Le 3.2, on va discuter des observables de façon générale qui vont être des opérateurs hermitiens, c'est-à-dire des opérateurs qui donnent des valeurs réelles, qui s'appliquent sur les états, les états quantiques ou les fonctions d'onde. La section 3.3, on va voir que les fonctions propres d'un opérateur forment une base orthogonale, puis les valeurs propres d'un opérateur, on va appeler ça le spectre de l'opérateur. Et finalement, on a une interprétation, on va pouvoir réutiliser l'interprétation statistique qu'on avait fait au début, où on disait que les coefficients, c'était la probabilité d'être dans un état d'une énergie donnée. Mais là, maintenant, on va le généraliser à tous les observables, puis on va être capable de montrer que la valeur moyenne va être une somme pondérée des valeurs propres. Donc, si vous avez des doutes sur vos connaissances sur les espaces vectoriels, je vous recommande de retourner à votre livre Greenberg qui discute en grand détail tous ces aspects-là dans le chapitre 9, 10 et 11. Et donc, dans notre cas, qu'est-ce qui va être le plus important? C'est que on a souvent parlé, quand on parlait de vecteurs, on disait qu'un vecteur U, exprimé dans une base particulière, avait certaines coordonnées, mais que si on change la base, puis on change, ici j'ai des vecteurs en 2D à l'écran, mais si j'ai un système de coordonnées qui est tourné, bien, les coordonnées dans la base primée vont changer, mais le vecteur lui-même, il n'a pas changé. Pensez par exemple au vecteur d'un champ électrique. Le champ électrique, que je le représente n'importe comment, le champ électrique, il va toujours être là, puis il y a une existence qui est indépendante de la façon qu'on peut le représenter. Et un petit rappel peut-être, une façon compacte d'écrire un vecteur et ses composantes, ben, on peut utiliser la notation suivante où on fait une matrice qui est représentée par les vecteurs de la base, E1, E2, E3, et on multiplie par le vecteur colonne qui a les coefficients dans cette base-là. Puis ça nous donne le vecteur U ici. Si on a une autre base, on va avoir d'autres coefficients, mais ça va quand même être égal au même vecteur. Si cette notation-là vous semble un petit peu bizarre, je vous recommande d'aller voir le vidéo qui est redériver les changements de base, qui est sur YouTube avec le lien suivant. Et voilà. Donc, on n'écoutera pas la vidéo ici. Donc, un espace vectoriel, c'est un espace d'état normalisable. Ben, on n'est pas vraiment surpris parce que l'équation de Schrödinger, c'est une équation différentielle, puis on a déjà montré en PM1 que l'ensemble des solutions d'une équation différentielle homogène, c'est nécessairement un espace vectoriel. Mais ici, on va s'intéresser pas à l'ensemble de toutes les fonctions, mais bien l'ensemble des fonctions normalisables, c'est-à-dire celles dont leur carré est intégrable et puis donne une valeur finie. On va utiliser une notation qui va être un petit peu différente puis qui va permettre d'être un petit peu plus compacte un petit peu plus tard pour le reste du chapitre, mais un vecteur, au lieu de l'exprimer comme un vecteur U avec une flèche ou U en caractère gras à l'écran, on va utiliser une notation qui va être qu'on va appeler un ket, qui va venir de bracket. On va avoir tantôt le bras et le ket. Et donc, on va mettre une barre verticale puis un signe plus grand, puis avec l'état au milieu. Ici, ben là, j'ai mis F, mais j'aurais pu mettre U pour que ce soit plus clair.
Puis, pour définir le produit scalaire, ben, on va définir comme le produit du bras, c'est-à-dire le vecteur, mais exprimé avec le signe plus petit, une barre, G, et le plus grand. Puis ça va être égal à l'intégrale du complexe conjugué de F et fois G, intégré sur un certain intervalle. Donc, si on a un espace vectoriel, ben ça serait probablement pertinent de parler d'une base pour cet ensemble vectoriel-là. Dans la nomenclature de la mécanique quantique, on va parler d'un ensemble de fonctions complet. Puis de dire un ensemble de fonctions complet ou de dire une base, c'est la même chose. Donc, une base, on le savait déjà en algèbre linéaire, une base, c'était un ensemble de vecteurs linéairement indépendants qui peut générer l'ensemble des fonctions possibles. Mais dans notre cas ici, on va trouver avec les opérateurs, on va trouver différentes bases. On pourrait avoir une base dans l'espace, une base dans la quantité de mouvement, une base dans l'énergie, de l'opérateur énergie, de l'hamiltonien. Mais donc, on va pouvoir exprimer notre état comme une somme, différents coefficients devant chaque élément de la base, puis les coefficients pour les obtenir, un état F qui serait exprimé dans une base Fn, ben, le coefficient Cn, ça va être simplement le produit scalaire du vecteur de base Fn sur notre état général F, qui est lui-même représenté comme une somme Cn Fn. Voilà. Si vous avez besoin d'un petit rappel sur les bases de l'indépendance linéaire, je vous recommande une autre vidéo qui est aussi qu'on peut retrouver sur YouTube avec le lien ci-dessous. Voilà. Maintenant, les observables. On a travaillé beaucoup avec la position et la quantité de mouvement, mais finalement, on peut définir les observables ou les quantités qu'on peut mesurer comme le résultat d'un opérateur hermitien sur les états. Parce que, en fait, toute quantité observable, on peut toujours l'exprimer comme une combinaison, une fonction de la position et de la quantité de mouvement. Ça, c'est toujours vrai. Donc, on peut créer un opérateur donc qui est Q avec un petit chapeau, qui va être finalement l'expression Q de XP, mais où on a remplacé par X par son opérateur, qui est X, mais P par son opérateur, qui est moins IH bar gradient, ou moins IH bar ddx en une dimension. Puis là, maintenant, ça nous donne un opérateur. Puis là, ben, la notation pour obtenir la valeur moyenne d'un opérateur, c'est élégant parce qu'on utilise les petits brackets, les petits angles, puis ça nous donne, ça revient à la notation qui veut dire qu'on prend le produit scalaire de psi étoile et l'opérateur Q appliqué sur l'état psi. Puis ça nous donne, autrement, avec la notation bracket, ça nous donne l'état psi en bras et l'état ket qui est l'état psi où on a appliqué l'opérateur Q. Puis les opérateurs hermitiens, parce que ce sont des choses qu'on peut mesurer, ça donne des valeurs réelles. Puis on voit tout de suite que finalement, que ce soit psi, qu'on appelait le produit scalaire de psi et de q psi, ou q psi avec psi, ça va toujours donner la même chose. Mais surtout, une des choses qui est intéressante avec les observables, avec les opérateurs qui représentent des observables, c'est que les vecteurs propres vont être des états qui vont avoir une valeur déterminée pour l'opérateur. Parce que si on essaie de trouver des états qui ont aucune variance, on arrive rapidement à montrer que les états
les états propres ou les vecteurs propres de l'opérateur Q sur l'état psi, avec les valeurs propres Q et sur psi, va nous donner un ensemble, une mesure finalement, qui va avoir une variance nulle. Donc, les états propres donnent des valeurs déterminées pour l'opérateur. Puis maintenant, pour les fonctions propres, ben, on sait déjà, en fait, parce qu'on l'a appris en PM1, que les vecteurs propres pour une matrice, ça représente une base orthogonale pour l'ensemble des vecteurs. Donc, ça, c'est encore vrai. Puis maintenant, on va dire que l'ensemble des valeurs propres pour un opérateur va former le spectre de cet opérateur. Puis il va y avoir des spectres discrets puis des spectres continus. Le spectre discret, on a vu les énergies, par exemple, dans les puits, mais il va y avoir des valeurs propres qui vont être continues, où ça va être, par exemple, la position ou la quantité de mouvement. Si vous voulez revoir un peu d'informations sur les vecteurs propres et les valeurs propres, je vous recommande d'aller voir le vidéo suivant, qui est aussi disponible sur la liste FI 1001 de mon canal YouTube. Maintenant, en terminant, ben, on a parlé depuis le début, on a dit que quand on a fait les états stationnaires, on a dit que le coefficient devant les états stationnaires, le carré du coefficient, ça représentait la probabilité d'être dans cet état. Puis c'était un état à énergie déterminée. Ben, on peut voir en fait que oui, c'était à une énergie déterminée parce que finalement, on était dans les états propres de l'opérateur hamiltonien qui est l'énergie. Donc, on peut maintenant généraliser parce qu'on peut représenter un tout état dans n'importe quelle base, incluant les bases d'un opérateur hermitien en particulier. Donc, quand on va trouver les vecteurs propres d'un opérateur hermitien, ça va nous donner une base dans laquelle on peut exprimer notre état. Puis à ce moment-là, les valeurs moyennes qu'on pourrait mesurer vont être simplement la somme pondérée des valeurs propres. Donc, j'espère que ce petit vidéo très court va vous aider un peu, va vous guider dans votre lecture, puis va vous donner d'autres pointeurs et d'autres vidéos. Je vous recommande encore une fois fortement de retourner à votre Greenberg si vous avez des doutes ou d'aller voir les autres vidéos que j'ai suggérées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.